Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où le ministre Hassan Mohamed Ibrahim inspecte le chantier de la route numéro 9 à Tadjoura. Je vous emmène en Centrafrique où le contingent djiboutien FPU3 honoré par la visite du chef d'état-major de la gendarmerie. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, un cessez-le-feu incertain face à une catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, où nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Direction le nord du pays, où une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendue hier sur le chantier de la route nationale numéro 9. Cette visite officielle visait à évaluer l'état d'avancement de ce projet prioritaire, 113 km, destiné à désenclaver les régions du Nord et renforcer la cohésion territoriale. Aux côtés du ministre figurait notamment le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, le directeur des études de l'agence djiboutienne des routes, Salah Ibrahim. Ensemble, ils ont inspecté les différentes phases de ce chantier financé par le Fonds saoudien de développement. Parmi les éléments marquants du projet, la construction d'un pont de 400 mètres à l'entrée de Tadjoura retient l'attention conçue en béton armé, précontraint et reposant sur des pieux forés. Ils répondront aux normes sismiques et pourront supporter un trafic lourd. Les travaux démarreront en juillet 2025 pour une durée de 12 mois. Après des investigations géotechniques réussies sur 30 mètres de profondeur. Le chantier se veut également porteur de développement humain. Près de 197 plutôt travailleurs sont mobilisés, dont 179 djiboutiens. Ces derniers bénéficieront des formations au métier du BTP, contribuant à l'employabilité locale, à la dynamisation de l'économie dans la région. Les travaux de la route nationale numéro 9 sont divisés en deux tranches. Une première est de 100 et de 16 kilomètres actuellement en cours et une seconde condition de 97 km. À la fin du mois de mai 2025, 14% des travaux vont être achevés et plus de 173 000 mètres cubes de remblais ont été réalisés. 10 ouvrages hydrauliques sont terminés et les installations de concassage et de béton sont opérationnelles. Rappelons aussi que la nouvelle route sera élargie de 10 mètres avec deux voies de 3,5 mètres, deux accotements 1,5 mètres. Ainsi, elle comprendra 57 ouvrages hydrauliques pour assurer le drainage et renforcer la résilience climatique de l'infrastructure. Écoutons le préfet de Tadjoura. Il semble que depuis que les travaux ont commencé, il y a eu des réunions, des concertations portant sur différentes thématiques en termes de recrutement, en termes aussi de contrats qui ont pu être noués entre non seulement les différentes entreprises, l'entreprise qui opèrent dans la région. Et je crois que déjà, ils vont faire pareil. Et de notre côté, surtout du côté administration, nous sommes à vos côtés pour pouvoir déblayer tous les contraintes, tous les problèmes qui puissent surgir aux nouvelles populations, intercommunautaires ou autres. Je vous en remercie. Eh bien, comme je vous le disais, les travaux démarreront en juillet 2025 pour une durée de 12 mois après des investigations géotechniques réussies sur 30 mètres de profondeur. Écoutons le ministre des Infrastructures. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager l'avancée d'un projet d'une importance capitale pour notre pays. La réhabilitation de la route RN9, un chantier structurant qui illustre l'engagement de notre gouvernement à moderniser nos infrastructures, créer des opportunités et connecter les territoires. Le projet RN9, long de 113 km,
relie Tadjoura à la RN1. Il constitue une artère vitale pour le développement économique, la cohésion territoriale et les échanges avec l'Éthiopie. Grâce au soutien du Fonds saoudien de développement, nous avons pu engager un investissement majeur pour faire de cette route un levier de croissance durable. Cette route facilitera l'accès au port de Tadjoura et à la zone de Goubet, renforçant ainsi l'axe stratégique entre Djibouti et l'Éthiopie. Ces chantiers, ce n'est pas seulement du béton et de l'asphalte, mais créent des emplois et des richesses. 197 emplois créés, dont 179 occupés par des Djiboutiens. Ce sont des compétences qui se développent, des familles qui vivent mieux et une économie locale qui bouge. La nouvelle RNF n'est pas une route comme les autres. Il va faciliter l'accès aux zones agricoles enclavées et stimuler le tourisme dans la région de Tadjoura. Ces projets, c'est la preuve que Djibouti avance. Direction Arta, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de la région d'Arta, a procédé dans la journée d'hier au lancement officiel d'un masterclass en danse traditionnelle, un programme de formation destiné à transmettre un héritage ancestral aux jeunes générations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Jeunesse et de la Culture visant à la transmission et à la préservation du patrimoine culturel immatériel. Elle traduit la volonté du département ministériel de renforcer les compétences artistiques de la jeunesse tout en assurant la pérennité de nos traditions culturelles. Plus de 60 jeunes issus d'Artaville, de la localité de Wea, de Medjoug, Laïta, Karta, bénéficieront de cette formation qui vise à valoriser les danses traditionnelles en tant que vecteur d'identité culturelle et de cohésion. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de M. Hassan Dabali Ahmed, préfet de la région d'Arta, M. Elmi Beuh, président du conseil régional, de M. Idriss Moussa et Ousmane Beuh, conseiller technique du ministère et du directeur des régions et de la directrice de la culture, ainsi que des élus locaux. Eh bien, le conseil technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa, a indiqué que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboumi Asso, s'engage pleinement, conformément aux directives et décisions du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, à promouvoir une politique fondée sur le développement culturel. De là, nous passons, on reste toujours à Arta, où dans le cadre de sa mission de prévention, de sensibilisation, une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a effectué aujourd'hui une visite officielle à l'Académie interarmée d'Arta. Cette rencontre s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à promouvoir l'intégrité et l'éthique au sein des institutions publiques, y compris dans le secteur de la défense. Accueillie par les responsables de l'académie, la délégation a animé une session d'information, de sensibilisation à l'attention des élèves officiers. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la culture, la probité des responsabilisés et de responsabiliser les futurs cadres militaires sur les dangers et les conséquences de la corruption tant au niveau institutionnel qu'individuel.
Et je vous le disais dans le titre, je vous emmène en Afrique centrale. Une délégation d'officiers supérieurs conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue en République centrafricaine pour une mission d'inspection auprès du contingent de la gendarmerie déployé à Ndélé. C'est dans la journée du 19 mai que le colonel a rencontré le contrôleur général Amadou Fofana, adjoint au chef de la composante police, qui a salué l'engagement et les performances remarquables. Des échanges de présents ont ponctué cette rencontre. En marge de cette visite, le chef d'état-major a rencontré plusieurs responsables de la MINUSCA, notamment l'adjoint et la représentante spéciale du secrétaire général, ainsi que le directeur de l'appui à la mission. Les discussions ont porté sur les performances des GIFPU, les travaux restants au camp, ainsi que les résultats des inspections précédemment menées le mardi. Le chef d'état-major a atterri à Ndélé à bord d'un vol affrété par les Nations Unies. À son arrivée, il a été accueilli sur le tarmac par le chef de bureau local de l'ONU, le commandant du poste Hinpol, le commandant de GIFPU et ses officiers, ainsi que par plusieurs responsables de la MINUSCA. Il s'est ensuite immédiatement rendu avec sa délégation au camp de GIFPU, où un piquet d'honneur avait été mis en place en son honneur. Eh bien, au cours de son inspection, la délégation a passé en revue les équipements majeurs de l'unité tels que les véhicules légers, les camions de transport des troupes, les blindés, les bus, les groupes électrogènes, ainsi que les équipements individuels. L'infrastructure du camp a également été inspectée, notamment les dortoirs, la réfectoire, l'infirmerie, ces derniers étant unanimement salués par les employés de la MINUSCA présents à Ndélé. Mayan
بسم الله وياك بوكا اللي باقيو وباقي جدارك وفي الذي جدارك وفي الذي جدارك. Eh bien, une cérémonie de prise d'armes a été organisée sur place. Du rapport, après l'exécution des hymnes nationaux de la Centrafrique des Nations Unies, le chef d'état-major a prononcé un discours solennel. Il a félicité la troupe de son engagement. Il a transmis les félicitations et le soutien de son Excellence, le président de la République, chef suprême des armées, ainsi que les encouragements du ministre de la Défense, exhortant le contingent à maintenir son niveau d'excellence. Et pour plus de précision, écoutons l'extrait du commandant du chef d'escadron de la FPI 3. En reprenant les relais des précédentes rotations, tant en termes de sécurité qu'en termes d'infrastructure, aux fins d'optimiser les conditions de travail et de sécurité de l'unité. Il pourrait être cité, entre autres, la réalisation du système de grainage pour faciliter l'évacuation de l'eau de la pluie, dont les travaux sont toujours en cours, la réalisation du premier parking véhicule pour protéger nos moyens roulants des intempéries, la réalisation du hangar, lieu des échanges entre les personnels, la réalisation du hangar abri aux toilettes mobiles, l'aménagement de la place d'armes, d'où nous sommes situés, et de la soute à munitions, etc. Tous ces travaux ont été réalisés en 1 mois et demi. Sur le plan des actions civilo-militaires, notre contingent déjà bien intégré dans son environnement maintient de bons rapports et mène des initiatives lui permettant de consolider ses relations et garder la population locale de son côté. Comme par exemple distribution de l'eau potable à la périphérie de Ndélé, dans la cité d'Amitié, distribution de ballons de football aux enfants des quartiers. Nous ne nous laissons pas de travailler à la préservation et à l'amélioration du bien-être de femmes et hommes qui composent le contingent. Votre appui à offrir une alternative aux premiers fournisseurs d'accès à Internet défaillants en mettant en place la nouvelle connexion Starlink en est d'ailleurs un exemple apprécié à sa juste valeur. Enfin, je voudrais, mon colonel, saluer l'engagement de mes personnels qui font preuve de discipline, de solidarité et dont l'attitude reste jusqu'à là sans reproche. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser, mon colonel, mes remerciements en mon nom et au nom de mes personnels pour le soutien inconditionnel que vous avez apporté à notre unité, mais également pour les choix portés sur ma personne pour la commander. Et j'ai pu vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur de la confiance avec le concours de tous mes collaborateurs.
De son côté, le chef d'état-major de la gendarmerie a, dans son allocution, rappelé l'importance de la préservation et de l'entretien rigoureux des matériels mis à disposition et appelant à chacun à faire preuve de responsabilité. Ensuite, il a transmis les félicitations et le soutien de son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi que les encouragements de son Excellence le ministre de la Défense, exhortant le contingent à maintenir son niveau d'excellence. Écoutons le chef d'état-major de la gendarmerie. L'occasion de vous dire combien je suis fier de vous qui servez loin de votre pays et de vos familles. Dans cet environnement complexe, avec un sens élevé du devoir. La sélection de notre FPU constitue le renouveau de la confiance de l'Organisation des Nations Unies en notre pays et en nos institutions, notamment notre gendarmerie. Cet état de fait dont vous saisissez l'importance vous engage tous à l'excellence, à rester exempt de tout reproche ou manquement. Pour ma part, considérant le processus de sélection que vous avez subi, je reste confiant quant à la qualité de votre engagement qui demeurera, j'en suis convaincu, professionnel, efficace, juste et impartial. En gardant à l'esprit que vous représentez toute une nation, Djibouti, et de toute une institution, la gendarmerie djiboutienne. Votre tâche est complexe et exigeante. Et vous avez été choisi en raison de votre professionnalisme, de votre détermination et de votre appropriation des valeurs fondamentales des Nations Unies. Je sais aussi compter sur votre sens du devoir, votre abnégation et votre discipline pour tenir avec brio le rôle qui est le vôtre et exécuter le mandat conféré par le Conseil de sécurité à la composante police de manière plus spécifique à la JFPU. De la meilleure des manières. Vous devez avoir à ce jour compris que l'un des piliers fondamentaux du mandat de la MINUSCA est la protection des civils. Toute votre action devra être guidée par cet objectif prioritaire de protection de la frange la plus vulnérable de la population, les civils, qui restent les principales victimes des conflits. Pour y parvenir, vos actions doivent rester impartiales et conduites dans les limites de votre mandat, dans le strict respect des principes des Nations Unies. Avant de terminer, sachez tous que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République sait le rôle que vous endossez ici et vous exhorte à faire toujours montre d'une discipline impeccable et de la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue la qualité de votre engagement. Je vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à continuer à donner le meilleur de vous-même. Mes chers gendarmes, pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et saluer à juste valeur votre dévouement et votre esprit de sacrifice. Que Dieu vous protège tous, que notre engagement commun porte des résultats durables. Vive la JFPU, vive la gendarmerie nationale, vive la République de Djibouti, vive la République centrafricaine. Merci beaucoup. Puis, dans la soirée, un moment convivial a été organisé autour d'un dîner en l'honneur de la délégation par le commandant de la FPU. Cette réception a réuni plusieurs autorités locales et internationales, dont le gouverneur de la région, le préfet, le maire sultan, les commandants des unités tunisiennes, pakistanaises et centrafricaines, ainsi que des commandants locaux des forces de défense et de sécurité
Des animations folkloriques ont argumenté et agrémenté la soirée. La soirée s'est clôturée par une photo de groupe et un échange de présents symboliques. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. d'Ali Sébi a abrité hier une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle agence flambant neuf de Salam Bank, un bâtiment moderne flambant neuf situé en plein cœur de la ville. Rappelons que la cérémonie a réuni le préfet de la région d'Ali Sébi, Abdoumelik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional et député, ainsi que les députés, à savoir Elmi Mahabbe Ouaïs, le député Hassan Omar Absiye, ainsi que le président du conseil d'administration de Salam Bank, Ali Abdullah Haytham. La banque centrale de Djibouti était représentée par M. Aboubakar Abate Mohamed. Les forces de sécurité, notamment le chef de la police, le chef de la gendarmerie, les forces militaires ont également pris part à la cérémonie aux côtés de nombreux citoyens à ce jour venus en masse célébrer l'événement. Dans leurs discours respectifs, les intervenants ont souligné l'importance stratégique de cette nouvelle agence dans le renforcement de l'inclusion financière et l'accompagnement du développement économique local. Cette nouvelle structure moderne reflète la volonté de Salam Bank de rapprocher davantage ses services des populations et de soutenir les dynamiques économiques régionales, a déclaré M. Ali Abdullah Haytham. Implanté à Ali Sébi depuis 2016, Salam Bank s'est illustré par sa contribution active à la dynamique économique locale. Elle accompagne depuis lors les petites et moyennes entreprises, les commerçants ainsi que les jeunes, le financement de leurs projets et l'épargne sécurisée. L'ouverture de cette nouvelle agence est une étape supplémentaire dans l'ancrage territorial de la banque. Elle permettra une amélioration notable de la qualité des services grâce à des installations modernes, un personnel qualifié et à une gamme de services financiers adaptés aux besoins variés de la clientèle. Eh bien, comme je vous le disais, cet événement marque une nouvelle ère dans les relations entre Salam Bank et la population à Sedjouk et s'inscrit dans une logique de croissance partagée au service de l'intérêt collectif. Écoutons. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment important dans notre région, l'inauguration d'un nouveau siège de l'agence de la banque Salam African Bank, qui démontre le dynamisme économique de notre région. Ce nouveau bâtiment construit par cette banque répond non seulement à la politique de la décentralisation du gouvernement, mais témoigne que la banque sera bien ancrée dans notre région dans la durée. Cet événement est un symbole d'espoir et de prospérité pour toute la communauté de Ali Sébi. Dans un monde en constante évolution, où les défis économiques se multiplient, il est essentiel d'avoir des institutions financières solides et accessibles. Cette banque a déjà démontré, depuis son inauguration en 2016 à Ali Sébi, qu'elle a certes
contribuer pour soutenir le développement économique local, d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets et de faciliter l'accès aux services financiers pour tous nos concitoyens. Nous sommes certains que vous allez continuer à tisser des liens solides avec la communauté et à écouter leurs besoins et à offrir les conseils et solutions adaptées. De notre côté, nous serons disposés à faciliter votre intégration dans la région, mais aussi vous accompagner dans toutes vos démarches. On reste toujours dans le sud du pays, toujours à Ali Sébié, où une équipe médicale mobile conduite par le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sébié, Mohamed Miguel Hassan, s'est déplacée dans les zones de brousse nommées Mont Arré et Soufi, situées à moins d'une dizaine de kilomètres du chef-lieu. Les populations de ces secteurs de brousse attendaient impatiemment à leur retour la venue de l'équipe médicale. Une équipe pluridisciplinaire et qualifiée, composée des médecins généralistes, des infirmiers et infirmières, d'un pédiatre, des sages-femmes, d'un technicien nutritionniste. Les différentes activités de soins accomplies étaient concentrées sur la consultation des adultes et des enfants. Ces derniers ont été pris en charge par le médecin pédiatre. Les consultations prénatales des femmes enceintes afin de prévenir une grossesse à risque tels que l'anémie sévère, autres pathologies liées à d'autres phénomènes ont été mises avec une grande considération. Sans oublier le dépistage de la malnutrition aiguë, sévère ou modérée chez les enfants ayant moins de 5 ans. Comme chaque caravane en zone de brousse, la vaccination des enfants ayant un retard concernant le calendrier vaccinal a été effectuée. Concernant la lutte contre la malaria ou le paludisme, des moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués aux femmes enceintes et à l'ensemble des familles vulnérables de ces secteurs. Comme lors de chaque déplacement, l'équipe mobile de régional d'Ali Sébié, Dr Ahmed Absi Ouarsama et les professionnels de santé publique ont procédé à une sensibilisation des populations sur les mutilations génitales féminines. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans le titre, direction le Proche-Orient, lors que les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche sur la bande de Gaza, les efforts diplomatiques pour instaurer un cessez-le-feu peinent à aboutir. La population civile, elle paie le prix fort d'un conflit qui s'éternise, plongé dans une crise humanitaire dramatique. Sur le terrain, les frappes israéliennes continuent de frapper durement les régions de Rafah et du centre de Gaza, provoquant de nouvelles pertes civiles. D'après les dernières données des organisations humanitaires, 16 enfants seraient décédés ces derniers jours, victimes de malnutrition sévère, faute d'accès à des soins médicaux et à de la nourriture. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.